Claudia Marinica. Donc, Claudia Marinica est maître de conférence à l'Université Cergy-Pontoise et effectue ses recherches au laboratoire ETIS. Donc, elle s'intéresse à des sujets liés à l'analyse de grandes masses de données, dont la fouille des données et les réseaux sociaux. Donc, vous avez une vingtaine de minutes pour présenter votre sujet qui s'intitule « Analyse des grandes masses de données urbaines. Que peut-on déduire à partir des trajectoires des individus ?» Merci. Merci beaucoup. Donc, je ne vais pas me représenter parce que ça a été déjà fait. Je vais juste indiquer que cette présentation a été réalisée avec mes deux collègues, Xavier Leroux et Dimitris Kotinos. Et en fait, il faut indiquer que Xavier Leroux, il enseigne dans le même département que moi. Donc, on est tous les deux à l'université de Cergy, département MMI, métier du multimédia et de l'Internet. Et en fait, ce département n'est pas à Cergy, mais à Sarcelles. Enfin, c'est compliqué chez nous, c'est comme ça. Et en fait, Dimitris Kotinos, c'est un collègue du labo. Donc, le labo ETIS, qui est un labo qui a 3 tutelles. L'UCP, donc l'Université de Cergy-Pontoise, l'NCA, qui est une école nationale supérieure en électronique et ses applications, et le CNRS. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de grandes masses de données qu'on peut trouver dans le milieu urbain. Et en fait, je vais cibler les trajectoires des individus. Donc, je vais vous expliquer un peu plus tard de quoi il s'agit. Mais déjà, quand on parle de ville intelligente, généralement, on parle de beaucoup de données qui sont produites dans cette ville. Et en fait, tout d'abord, on va voir quelles sont les données qui sont produites. Ce n'est pas une liste exhaustive. J'ai juste donné des informations sur les données qu'on peut produire. Par exemple, on peut avoir des données qui sont produites via des multiples capteurs, comme les compteurs intelligents. Je pense que vous savez qu'il y a de plus en plus des compteurs intelligents qui sont utilisés pour économiser l'énergie. Ensuite, via les téléphones mobiles, via les objets connectés. Je pense que vous avez une partie d'entre vous des montres connectées, des bracelets pour monitoriser votre activité, le sommeil, etc. Des machines à laver. Ensuite, les satellites ils récupèrent des images. Et vous, en fait, tout le monde produit, sauf André, produit des données sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données-là? On peut faire beaucoup de choses. Et du coup, dans les dernières discussions qu'on a eues aujourd'hui, on s'inquiétait beaucoup sur les choses qu'on pouvait faire avec ces données. Je vais me limiter à 2 choses qu'on peut faire, mais pareil, ce n'est pas une liste exhaustive. Donc, on peut comprendre les citoyens. Par exemple, on peut comprendre leur comportement afin de pouvoir leur proposer des services qui sont un peu améliorés. Mais aussi, on peut comprendre l'environnement pour pouvoir, en fait, économiser certaines ressources, donc pour pouvoir proposer des solutions pour économiser des ressources. Alors, donc là, dans ma présentation, je dis que dans la ville intelligente, on produit des grandes masses de données. Quand on parle de grandes masses de données, dernièrement, il y a une notion qui est apparue il y a quand même longtemps, mais dont on parle beaucoup, c'est les big data. Alors, pourquoi, en fait, dans la ville intelligente, on parle de big data? Puisqu'en fait, les données qui sont produites dans une ville en général, qu'elles soient intelligentes ou pas, sont vraiment dans un volume extraordinaire. Donc juste, je vous donne quelques exemples. Par seconde, un milieu urbain, on produit 8000 tweets, donc c'est par seconde. On produit 10 millions d'emails. On produit 1500 photos sur Instagram, posts ou appels Skype et 25 000 gigabytes de trafic. Donc, ça fait en fait beaucoup de données qu'on produit et ces données correspondent, si vous voulez, aux 5 V du Big Data. Alors, c'est quoi les 5 V du Big Data? Sont les éléments que j'ai présentés ici. Et en fait, les Big Data sont définis via ces 5 V qui correspondent en fait au grand volume. Mais le volume ne suffit pas pour indiquer que des données qu'on a en face de nous sont des big data. Ces données doivent être caractérisées par d'autres éléments que le volume, dont par exemple la vélocité, ça veut dire la vitesse avec laquelle les données viennent. Dans la ville intelligente, la vitesse fait partie d'une caractéristique des données, puisqu'en fait, comme j'ai dit, par seconde, on produit beaucoup de données. Okay? Ensuite, on parle de la variété pour les big data.
la variété est quelque chose qui peut s'appliquer aux données qui existent dans la ville intelligente, parce que justement, on a des images qui sont produites, donc on poste sur Internet des images, ou on poste du texte, ou en fait, via la localisation, on a des données sous forme de coordonnées géographiques qui sont produites, ainsi de suite. Ensuite, on a un quatrième V qui est assez important, qui est la véracité. Donc, la véracité, c'est la caractéristique de faire confiance aux données qu'on a en face de nous. Alors, est-ce qu'on peut faire confiance aux données qu'on veut, par exemple, traiter par la suite? C'est une question qui est très importante, et surtout sur des données qui sont produites dans ce volume-là. Cinquième point, c'est la valeur. En fait, on ne peut pas imaginer d'avoir des données et de traiter ces données-là si par la suite, on ne peut pas gagner quelque chose, si vous voulez, suite à cette analyse. Donc, la valeur correspond en fait aux actions qu'on peut réaliser une fois que nous avons analysé les données de cette ville intelligente. Donc, par exemple, mieux comprendre les citoyens, leur proposer des services plus intéressants, réduire les ressources, par exemple l'énergie, la consommation d'énergie, ainsi de suite. Alors, donc, comme on parle de Big Data, je vais juste m'arrêter en transparence sur cette notion et revenir sur ce que Neelie Kroes, qui était vice-président de la Commission européenne, a indiqué. Cela a été en 2011. Il a indiqué qu'en fait, les données sont le nouveau or. Donc, si on a des données, on peut faire plein de choses. Mais, alors, pourquoi je mets un mais? Puisqu'en fait, j'ai mis ici un comics qui indique, donc vous avez du côté droit, du côté gauche, c'est l'employé, du côté droit, vous avez son boss, et l'employé lui dit, super, nous avons en fait 250 terabytes de données sur nos clients, et en fait, on a un outil qui est en train d'analyser nos clients. Et le boss, il dit, super, nous avons des grandes masses de données, alors c'est quoi le résultat? Et l'employé, il dit, notre outil, il dit que nous avons 250 terabytes de données. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de là? On peut comprendre que si on fait ce genre d'analyse, cela ne sert à rien. Donc, on revient à ce que je disais tout à l'heure, le point 5, la valeur de données. Donc, on doit être capable d'avoir un rendu des données qu'on est en train d'analyser. Donc, si l'analyse qu'on réalise donne ça comme résultat, pas la peine de faire, on ne paye plus des gens, au moins, enfin voilà, on ne paye rien, on n'a rien à la fin. Mais si on paye quelque chose et on a quelque chose, ça ne sert à rien. Donc, je vais en fait continuer à continuer sur l'idée de Big Data et m'arrêter un peu sur les défis qui sont liés au Big Data, et je vais mettre ça en perspective par rapport aux travaux qu'on peut réaliser, nous, chez ETIS, donc les travaux auxquels, les domaines de recherche auxquels je m'intéresse. Je vais commencer par, en fait, partir de l'idée des sciences dans le siècle dans lequel on se trouve. Et en fait, imaginez qu'on est en train de mettre en place une théorie. Cette théorie, en fait, on va l'étendre et l'explorer via certains calculs qu'on va réaliser. Les calculs vont donner des données. Ces données-là, si on les analyse, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui pourraient aller mieux. Donc, on génère ce qu'on appelle des hypothèses. Ces hypothèses vont être vérifiées ou pas via des expériences. Ces expériences vont encore produire des données qu'on va analyser et ainsi de suite. Dans ce processus, en fait, il y a 4 questions qu'on se pose. Et je pense que il y a des points que je vais présenter ici qui ont déjà été discutés un peu plus tôt dans la journée. Par exemple, on se pose la question du stockage des données. Donc c'est quelque chose, c'est un sujet qui nous intéresse dans notre laboratoire. Comment on fait pour stocker les 25 000 gigas de trafic qui est réalisé aujourd'hui sur Internet? Ou comment on fait pour stocker les 8000 tweets qui sont envoyés par seconde aujourd'hui? Deuxième point auquel on s'intéresse, et ça c'est vraiment une partie de mon équipe qui travaille là-dessus,
de mon équipe. C'est pas mon équipe, hein, l'équipe dans laquelle je travaille. C'est l'intégration de données. Alors, c'est quoi l'intégration de données? C'est le fait d'avoir plusieurs sources de données qui sont pas forcément décrites de la même manière et d'essayer de les mettre ensemble, pas forcément physiquement, mais d'essayer d'intégrer les données pour pouvoir par la suite les analyser peut-être, les comparer, etc. Donc faire une certaine analyse là-dessus. Troisième défi qui m'intéresse moi personnellement beaucoup, c'est le défi d'analyse de données. Alors l'analyse de données, c'est une fois que nous avons les données mises ensemble de manière physique ou pas, peu importe, on a en fait un ensemble de techniques qui nous permettent d'analyser des données et je vais m'arrêter là parce que je vais discuter par la suite de quoi il s'agit. Quatrième point, et pas forcément dernier, donc j'ai juste mis en perspective ces défis par rapport à ce qu'on réalise à Cergy. Il s'agit du calcul distribué ou pas. Donc vous imaginez bien, aujourd'hui je vous ai parlé que dans la ville intelligente on produit beaucoup de données. On a besoin aujourd'hui des ordinateurs qui nous permettent en fait de réaliser des analyses, justement, des analyses de données là-dessus. On s'est rendu compte qu'on n'arrive pas à faire sur un PC ni un Mac, même s'il est très bien. On n'arrive pas à faire ces analyses. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des clusters. Une fois que les clusters n'étaient pas suffisants, on a créé des supercenters de ce cluster pour pouvoir en fait avoir plus de puissance et travailler donc, sur ces données. Aujourd'hui, on parle de ce qui s'appelle le cloud computing. Donc, dans le cloud, on peut réaliser un peu plus d'analyse qu'on faisait auparavant. Mais dans la suite de ma présentation, je vais plus m'attarder sur la partie analyse de données parce que c'est le domaine dans lequel moi, personnellement, je travaille. Quelle analyse de données nous pouvons réaliser? On peut réaliser plusieurs types d'analyse de données. Moi, je m'intéresse personnellement à ce qu'on appelle la fouille de données. Alors, c'est quoi la fouille de données? La fouille de données est un processus, c'est le processus non trivial d'identification de ce qu'on appelle des motifs qui sont valides, auparavant inconnus et potentiellement utiles dans les bases de données. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que comme ça a l'air sympa, mais il faut comprendre. Donc, on a une base de données, on a des données qui se trouvent ici, et en fait, nous avons tout d'abord une phase de pré-traitement, donc ça c'est quelque chose, je vais passer vite là-dessus, mais c'est quelque chose d'assez important parce que ça prend beaucoup de temps. Ça veut dire c'est la phase de nettoyage de données, de sélection d'attributs qui nous intéressent ou des individus qui nous intéressent dans les données, etc. Et là on arrive à la phase de fouille de données. Ici, le but, avec les techniques de fouille de données qu'on va mettre en place, est d'extraire des informations qui vont être intéressantes pour l'expert du domaine. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple, je parle d'une base de données des achats dans le supermarché, cet expert-là, il ne va pas être intéressé de savoir que dans ce supermarché, les clients achètent souvent du pain et du beurre ensemble. Parce que c'est quelque chose qu'il connaît déjà. Okay? L'achat du pain et du beurre, ça correspond à un motif. Mais si je lui dis que l'achat des chaussures implique l'achat des télés, ça peut l'intéresser. Pourquoi ça peut l'intéresser? Puisqu'il va se dire, comme c'est lui le manager du supermarché, il va se dire, tiens, je vais mettre les télés à côté de chaussures, donc je vais augmenter les ventes de mes télés. Okay? Alors, donc, le but de cette méthode de fouille de données est de nous permettre de trouver des connaissances. Maintenant, ne vous inquiétez pas, je ne ferai pas ça à mon bébé. Enfin, j'en ai pas, mais si j'en avais. Donc là, je vais parler dans la suite d'une méthode, une approche qui s'appelle la découverte des motifs fréquents. Donc les motifs fréquents, ça veut dire j'ai une base de données avec un ensemble d'individus, je vais extraire ces motifs qui apparaissent dans
un nombre assez important d'individus. Ok? Donc, je reviens à mon exemple de supermarché. Donc là, par exemple, si je considère que ça, c'est une base de données et que j'ai dans cette base de données 4 clients qui, chaque client a acheté ces produits-là, je peux, avec cette technique de découverte des motifs intéressants, fréquents, découvrir des règles du style que si une personne achète du lait, il va avoir aussi la tendance d'acheter du cola, ou en fait, la deuxième règle que je vous montre ici, c'est la première règle intéressante qui a été découverte quand ils ont vraiment appliqué ces données, cette méthode sur des données réelles dans un supermarché aux États-Unis. En fait, ils ont découvert que les hommes, le vendredi soir, qui achètent des couches, ils ont aussi la tendance d'acheter de la bière. Et c'est pour de vrai. À vous de réfléchir pourquoi. Je ne sais pas si vous le faites, mais si vous le faites, échangez avec nous, comme ça on peut comprendre. Donc cette règle, ces deux règles qu'on peut découvrir, en fait, c'est ce qu'on appelle des motifs fréquents. Alors, pourquoi je vous en parle de tout ça? Puisque dans le travail que je vais vous présenter dans la suite, on s'intéresse à ce qu'on appelle l'extraction ou l'analyse des trajectoires d'individus. Et en fait, on peut considérer qu'on a pareil une base de données avec des trajectoires de chaque individu. Alors, il est important de noter que ce travail, c'est un travail qu'on commence. Donc, on a 2 projets qu'on a commencé. Donc, on n'a pas beaucoup de résultats. Donc, je vous présente les idées derrière notre travail. Alors, c'est quoi déjà une trajectoire? Donc, une trajectoire spatiale, c'est une trace qui est générée par un objet qui est en mouvement. Ok? Et cette trajectoire est composée d'un ensemble ordonné chronologiquement des points. Et en fait, un point, il est composé d'un couple de coordonnées, x, y, un couple de coordonnées en espace. Et le timestamp, ça veut dire le moment dans la journée quand cet objet est passé par cette coordonnée-là. Ici, je vous montre en fait un exemple de 17 trajectoires. Donc, je vais juste un truc vite fait, juste pour comprendre les données sur lesquelles on travaille. Donc, chaque couleur correspond à une trajectoire d'un individu différent. Donc, l'idée derrière, c'est de pouvoir analyser ces trajectoires afin d'en extraire des informations intéressantes. On va voir par la suite quelles sont les informations qu'on peut extraire à partir de ce type de données. Alors, qui génère ces données? Ces données sont générées par les individus, donc par vous activement ou passivement, par les véhicules, par les animaux, enfin mon français il n'est pas très bon, par les phénomènes naturels, etc. Et qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat? Donc on peut avoir comme résultat, on peut déduire le comportement des individus, les lieux populaires, les trajets fréquents, etc. Donc là, dans l'exemple que je vous ai donné, donc à la base, on avait ça. Donc ici, on peut, si on regarde à l'œil nu, donc sans appliquer des techniques, on peut se rendre compte que dans cet endroit-là, on a beaucoup de trajectoires qui y passent. Ok? Ici aussi, par ici, là. Donc on peut en fait se dire qu'on a des bouts ou on a des endroits dans cet espace par où il y a beaucoup de trajectoires qui passent. Ok? Donc on est capable d'extraire ce qu'on appelle des motifs fréquents de trajectoire. Donc c'est ce qui nous intéresse à peu près d'extraire dans notre travail. Bon, ceci dit, en fait, derrière, il y a plusieurs défis. Donc, en ayant une base de trajectoire de ce type-là, il y a plusieurs défis. Déjà, premier, dans la phase de pré-traitement. Donc, il faut pré-traiter le bruit. En effet, on peut avoir, je sais pas, des données qui contiennent beaucoup de bruit et on doit limiter ça. On peut détecter les points d'arrêt et les points d'intérêt. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. En fait, il s'agit des points où les individus se sont beaucoup arrêtés. Ils ont passé beaucoup de temps. Il y a beaucoup de techniques qui travaillent là-dessus.
Il y a des techniques qui proposent de compresser les trajectoires, donc en fait réduire le nombre de points parce qu'il y en a trop et on n'a pas des machines qui peuvent analyser ces trajectoires, segmenter les trajectoires, les convertir dans d'autres types de représentations dont je vais parler par la suite. Alors, deuxième type de défi, c'est vraiment les techniques qu'on peut appliquer là-dessus. Et en fait, avec la fouille, le domaine de fouille de données de trajectoire, on peut générer différentes formes de motifs. Premièrement, on a des motifs qui s'appellent Moving Together, donc je vais le présenter dans la suite. Des groupements de trajectoires, des motifs fréquents de trajectoire et des motifs périodiques. Je ne vais pas parler des autres parce que déjà, je pense, il ne m'en reste pas beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire moving together? Il s'agit en fait d'un groupe d'objets qui se déplacent ensemble pour une certaine période. Donc ici, on peut voir des groupes qui s'appellent des folks, des convois ou des swarms qui se déplacent ensemble. Donc en fait, c'est des groupes qui peuvent avoir une forme circulaire ou pas forcément, mais qui se déplacent ensemble pendant K timestamps consécutifs. Donc, qui se déplacent ensemble. Donc, il y a des techniques qui sont capables de détecter ça à partir d'une base de données de trajectoire. Ensuite, on a aussi des motifs qui s'appellent des gathering, qui sont juste, en fait, des ensembles des individus qui évoluent. Donc, qui se déplacent, mais pas forcément dans K timestamps consécutifs. Alors, d'autres types de techniques sont les techniques qui permettent de réaliser de groupements de trajectoires. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du clustering. Donc là, il y a beaucoup de problématiques du style. Il faut en fait trouver un moyen peut-être pour représenter différemment les trajectoires, puisque par la suite, pour pouvoir comparer deux trajectoires, on doit être capable de réaliser, en fait, de calculer ce qu'on appelle une distance entre les trajectoires pour décider quelle trajectoire va aller ensemble avec quelle trajectoire. Donc, c'est des problématiques qui sont assez complexes. Et juste pour faire une parenthèse, j'ai donné un projet sur ça à des étudiants de Versailles. Ils se sont bien pris la tête, je vous assure. Ils étaient achevés vers la fin. Alors, troisième type de motifs sont les motifs fréquents de trajectoire. Donc, ça correspond un peu à ce que je vous ai présenté ici comme résultat. Et du coup, le but dans ce type dans l'extraction de ce type de motif est de trouver des sections de l'espace par où il y a beaucoup de trajectoires qui y passent. Ok? Et le résultat, ça va être des motifs de ce style-là. Ça veut dire qu'on va avoir un point dans l'espace et on va dire, donc en fait, il y a beaucoup de trajectoires qui passent par ce motif-là, qui est point x0, y0, et après lambda 0 temps, il passe, alpha 0 temps, il passe en x1, y1, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, de cette manière-là, on va représenter le petit segment que je vous ai présenté tout à l'heure sur mon transparent. Alors, pour faire cela, il y a plusieurs approches qui permettent de faire ça. Donc, il y a une approche qui est assez intéressante. Donc, ces deux approches se rejoignent à peu près. En fait, il y a une approche à base de régions d'intérêt. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les régions d'intérêt? C'est des régions où, en fait, il y a beaucoup de trajectoires qui y passent. Alors, pourquoi cela nous intéresse? Puisque si, en fait, on détecte tout d'abord les régions d'intérêt, on va être capable de transformer nos données, des données qui sont du genre point timestamp, en des données du genre région timestamp. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que, en fait, à la base, on a beaucoup de points. On veut, en fait, réduire la taille de nos données pour mieux analyser par la suite. Okay? Même si on perd un peu en précision, parce qu'on ne va plus travailler en points, mais on travaille en région. Ouais. Ouais, je vais essayer de finir. Donc, en transformant de ce type-là, on arrive
à calculer nos motifs fréquents de trajectoire. Donc je vais passer sur ça puisqu'apparemment j'ai plus beaucoup de temps et je vais vous parler de transparence vite fait des projets sur lesquels on travaille. Donc en fait on travaille sur deux projets. Un projet qui est l'analyse de trajectoire tout en gardant la vie privée des utilisateurs. Alors dans ce projet-là, on travaille avec des collègues d'Argentine et de Chili et on essaie de proposer des approches justement pour extraire des motifs fréquents de trajectoire, mais tout en gardant la vie privée de l'utilisateur. Premièrement, on a proposé une approche qui intègre une méthode de cryptage en début. Donc en fait, on crypte les données et après on réalise le traitement d'extraction des trajectoires fréquentes. Et la deuxième méthode que nous avons proposée, en fait le stage pour réaliser ça a commencé hier. Donc on a un stagiaire là-dessus, c'est en fait d'utiliser une ontologie. Et en fait dans cette ontologie, on va justement définir quels sont les lieux sensibles pour l'utilisateur qui ne veut pas qu'il soit rendu public. Donc on essaie de travailler là-dessus. Deuxième projet, et je finis avec ça. Donc on va travailler, j'espère, sur l'analyse des trajectoires dans un musée qui est secret parce que comme le projet n'a pas encore été financé, je ne peux pas dire le nom. Donc le but là est d'analyser et en fait d'analyser la trajectoire des visiteurs dans le musée. Donc pour ça, en fait, il y a plusieurs intérêts de voir quelles sont les œuvres qui sont visitées en premier, de pouvoir proposer sur leur téléphone, leur smartphone, etc., des informations supplémentaires. Donc il y a vraiment un intérêt pour réaliser ce type d'études. Donc comme je n'ai plus beaucoup de temps, pour Michel, en fait, je vais indiquer ce qu'en 2014, la Maison Blanche a indiqué dans un rapport qu'ils ont publié en mai 2014. Ils ont dit que la vie privée est une valeur très importante pour l'humanité, mais quand en fait les avancées technologiques, ils sont à la fois une menace pour la vie privée de l'utilisateur, mais à la fois en fait permet de les protéger. Donc voilà, je vais finir sur ça et je vais vous remercier pour votre attention. Une petite question. Oh non, j'aurais pas dû dire. Mais si Obama avait fait le 10e de tout ce qu'il a dit, la face du monde en aurait été changée. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Mais le rapport, il a été quand même réalisé parce qu'il a demandé en janvier. C'est juste. Oui. Okay. Bon, merci beaucoup, Claudia. Merci.